Bonjour, ceci est la leçon 8 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans les leçons précédentes que la Révolution anglaise et la Révolution américaine ont créé des institutions qui deviendront progressivement démocratiques au cours des 19e et 20e siècles. Mais ce ne sont pas des démocraties. Les Anglais du XVIIe siècle ne prétendent pas du tout faire un régime démocratique. Et la déclaration d'indépendance des États-Unis, d'une certaine façon, formule des principes qui sont démocratiques, l'égalité non seulement des citoyens, mais de tous les humains, ce qui est encore plus ambitieux que la notion d'égalité des citoyens, et l'idée que le pouvoir des gouvernants, s'il est juste, il doit émaner du consentement des gouvernés. On a là deux principes qui, d'une certaine façon, sont les fondements de la démocratie. Mais la Constitution américaine crée des institutions qui sont influencées très fortement par l'idée qu'il faut se méfier du peuple et que les décisions les plus importantes doivent être réservées à une minorité de gens éclairés ou compétents. Pas que la masse de la population ne peut pas être chargée de prendre les décisions politiques les plus importantes. Donc, ces deux révolutions, elles sont à l'origine d'une évolution qui va effectivement contribuer à l'émergence de la démocratie, mais ce ne sont pas encore des démocraties. Alors, la Révolution française, qui vient juste après la Révolution américaine, dont nous allons commencer à parler dans cette leçon, elle est faite comme la Révolution américaine au nom de l'égalité. Mais l'égalité est affirmée beaucoup plus fortement. Elle est le véritable moteur, la recherche de l'égalité ou le slogan de l'égalité sont le véritable thème dominant de cette révolution. Les révolutionnaires français vont prétendre aussi combattre au nom de la liberté, et en réalité, ça ne va pas du tout augmenter la liberté en France, même dans certains cas, ça va les faire diminuer. C'est effectivement une lutte pour l'égalité qui est conçue de façon beaucoup plus radicale qu'aux États-Unis, en la prenant plus au sérieux qu'aux États-Unis. Et cette révolution en France, elle exprime aussi une conception de la démocratie qui débouchera souvent sur de nouvelles formes d'autocratie ou de régimes autoritaires ou contraignants ou non respectueux de la liberté. Vous vous souvenez ce que je vous disais d'Hannah Arendt dans la leçon précédente, qu'elle considère la révolution américaine comme la seule qui réussit, la seule dont l'aboutissement est conforme à l'objectif de ceux qui l'ont déclenchée. Alors que nous le verrons, dans le cas de la Révolution française, les événements sont beaucoup plus violents, beaucoup plus complexes, et lorsque la Révolution se termine, les gens qui l'avaient déclenchée ne reconnaissent pas du tout ce qu'ils avaient entrepris de faire, ou extrêmement peu. La révolution, l'événement de la révolution, l'enchaînement des événements va produire des quantités d'effets qui n'étaient pas du tout inévitables au départ du point de vue des intentions de ceux qui déclenchent cette révolution. Ce qui fait que cette révolution va avoir une importance considérable en Europe et dans le monde, et va influencer pendant très longtemps les idéologies politiques dans un grand nombre de pays. La France de la Révolution n'a pas vraiment inventé de nouvelles structures gouvernementales, comme le font les Anglais du XVIIe siècle,
comme le font les Américains très clairement. Ce qu'ils inventent, c'est des nouvelles méthodes de gouvernement. La Révolution française va essayer de faire ça, elle va échouer quasiment complètement, mais elle va déclencher un mouvement d'idées extrêmement important pour l'histoire de la France et même de l'Europe. C'est dans une large mesure une révolution européenne, nous le verrons. Ne croyez pas que j'exagère l'importance de la Révolution française parce que je suis moi-même d'origine française. Un auteur comme Feiner, dans The History of Government, qui est dans la bibliographie du cours, et qui est un Britannique, qui n'est pas du tout un admirateur particulièrement de la France, d'ailleurs je ne le suis pas non plus, mais on peut reconnaître l'importance de cet événement sans admirer les gens qui l'ont fait. Et donc Feiner écrit à propos de la Révolution française, c'est comme ça que commence son chapitre sur la Révolution française. Il écrit que cette révolution est l'événement le plus important de toute l'histoire des formes de gouvernement. Il a fait un ouvrage en 3 volumes sur les formes de gouvernement dans l'histoire de l'humanité, et il écrit, page 1517 dans le 3e volume, que l'événement le plus important de toute cette histoire, c'est la Révolution française. C'est en partie la conséquence de l'importance de la France en Europe au XVIIIe siècle. Il faut bien comprendre cela. Les États-Unis, au moment de l'indépendance, ils ont 2,5 millions d'habitants, dont 500 000 esclaves qui n'ont pas leur mot à dire en politique. La France, commence la Révolution, est un pays de 26 millions d'habitants. Elle est donc 10 fois plus peuplée. Elle est plus peuplée que elle est 3 ou 4 fois plus peuplée que l'Angleterre au même moment. Elle est plus peuplée que n'importe quel pays européen, à l'exception de la Russie. Mais la Russie est beaucoup plus grande, beaucoup plus pauvre, tout à fait marginale en Europe. Alors que la France est centrale en Europe, la langue française est la langue internationale de l'époque. C'est la langue la plus connue dans le monde. Les gens instruits en Allemagne, en Italie, même en Russie, on découvre ça en lisant Guerre et paix de Tolstoï, que les gens instruits, quand ils connaissent une langue étrangère, ils connaissent le français, que les penseurs français sont mieux connus en Europe que ceux qui écrivent dans n'importe quelle langue, et les événements qui se produisent à Paris à partir de 1789 vont avoir un retentissement énorme en Europe, avec énormément de gens que ça intéresse, d'autres qui le redoutent, certains que ça intéresse, qui sont très favorables au début, notamment en Allemagne, qui vont devenir hostiles en cours de route. J'aurai l'occasion d'y revenir, parce que la France, non seulement elle est le pays le plus peuplé en Europe et celui dont la langue est le mieux connue par des gens instruits ailleurs en Europe, à la différence des États-Unis, elle est en Europe, et sa guerre liée à la Révolution entraîne des conséquences dans les pays voisins. Et cette guerre va permettre d'exporter beaucoup d'idées et de règles juridiques dans des pays parfois assez favorables, comme le sont les États allemands. Je vous rappelle qu'il n'y a pas du tout d'Allemagne unifiée à ce moment-là. L'Allemagne est divisée en un très grand nombre de petits États, et l'Italie est divisée elle aussi en un nombre moins grand qu'en Allemagne de petits États. En Allemagne ou en Italie, énormément de gens, parmi ceux qui sont instruits, parmi ceux qui recherchent des progrès politiques, sont très intéressés par ce qui se passe en France au début. Ils voient dans le début de la Révolution française le début d'une transformation politique qui peut avoir des conséquences intéressantes chez eux, qui pourraient être imitées chez eux. La Révolution française va susciter beaucoup moins d'admirateurs en Angleterre, très très peu. Les Anglais regardent ça avec un certain sentiment de supériorité, en pensant que eux, ils ont déjà
des institutions politiques qui fonctionnent convenablement et que les Français n'ont pas grand-chose à leur apprendre. Et puis il y a d'autres pays comme l'Espagne ou la Russie. Là aussi, les idées de la Révolution française auront une influence, mais beaucoup plus tard. Pendant la Révolution elle-même, là, la réaction des populations, et quand ils savent de quoi il s'agit, est plutôt des réactions hostiles que des réactions favorables. Donc la Révolution française qui commence en France à partir de problèmes français, mais d'idées très très générales et déjà très répandues en Europe, va devenir, à la suite de la guerre, dont je vais parler tout à l'heure, une révolution de l'Europe occidentale, continentale et même centrale, si on considère que l'Allemagne fait partie de l'Europe centrale plus que de l'Europe occidentale. Quelle est la situation politique de la France à la veille de la Révolution? Bon, c'est une monarchie absolue. Le régime de monarchie absolue, il a été établi vraiment de façon incontestable par Louis XIV. Louis XIV est mort au début du XVIIIe siècle. Son arrière-petit-fils, Louis XV, lui succède, qui sera un roi moins puissant et moins ambitieux que Louis XIV, mais qui continue sur la lancée de la monarchie absolue, qui est le détenteur de son propre pouvoir et qui n'a besoin de le partager avec personne. Louis XV a pour successeur son fils, Louis XVI, qui est un homme timide, modeste, consciencieux, sans doute assez limité au point de vue intellectuel, et qui va faire face avec une espèce de souci de bien faire à une situation qui va le dépasser complètement. C'est la situation politique de la France qui précède immédiatement la Révolution dans les années 1780, c'est d'abord ce qu'on a appelé la réaction nobiliaire. Louis XIV avait diminué beaucoup le pouvoir des nobles dans la société française. Il s'en méfiait énormément. La Fronde, la dernière révolte des nobles contre le roi, avait eu lieu alors qu'il était enfant, il était déjà roi, et il va avoir pour objectif d'abaisser les nobles, de les domestiquer, de les contrôler. Il va recruter pour ses ministres ou ses administrateurs énormément de gens dans la bourgeoisie, qu'il va ennoblir parfois pour les récompenser, mais parce qu'il sait que eux sont fidèles. Et sous le règne de Louis XVI, roi plus faible, plus compréhensif, et qui veut être bon avec tout le monde, y compris avec sa noblesse, dont il considère qu'elle est une des bases de son autorité de roi, les nobles vont demander à ce que certains de leurs privilèges professionnels dans le passé leur soient restitués, que ce roi qui passe son temps à ennoblir des bourgeois, c'est très mal vu par eux, bien sûr, ils veulent garder leurs privilèges traditionnels, leurs monopoles, les titres de noblesse. Ils vont réclamer aussi que le monopole des postes d'officiers dans l'armée leur soit réservé. Ça aura des conséquences plus tard sur le déroulement de la Révolution, je ne le signalerai pas. Sous Louis XIV et sous Louis XV, on s'était mis à accepter dans l'armée que les sous-officiers, qui n'étaient pas nobles, mais qui étaient compétents, pouvaient devenir officiers. Ils ne pouvaient pas devenir colonel ou général, bien sûr, là il fallait être noble, mais ils pouvaient devenir lieutenant ou capitaine. Et c'était très important pour le moral des sous-officiers qui avaient de l'ambition. Et c'était très utile aussi pour l'efficacité de l'armée, parce que ces hommes promus à des grades d'officiers subalternes étaient des gens qui étaient assez compétents professionnellement, alors que les officiers nobles, leurs supérieurs, ne l'étaient pas forcément. Donc il y a une réaction des nobles que le roi accepte par faiblesse ou par bienveillance et qui va bien sûr amplifier l'hostilité envers la noblesse dans la population. Ce roi, Louis XVI, avait sans doute un certain potentiel libérateur. Sous Louis XVI,
le code pénal continue à autoriser de torturer les gens pour faire des enquêtes judiciaires. On ne torture plus vraiment. On montre les instruments de torture aux gens pour leur faire peur, pour les faire parler, mais on ne les torture plus vraiment. Une transformation importante qui est faite à la veille de la Révolution, en 1787. Un homme que je trouve extrêmement remarquable s'appelle Malesherbes. Malesherbes était un des ministres de Louis XVI, et c'est lui qui décide en 1787, enfin qui arrive à persuader le roi d'accorder la citoyenneté aux protestants, d'accorder un statut civique normal aux protestants. Il y a une minorité de protestants en France, ils ont été très maltraités par Louis XIV, nous le savons, mais il en reste un peu, moins de 1% de la population, comme il y a moins de 1% de la population qui sont des juifs, et Malesherbes persuade le roi que considérer les protestants comme des hors-la-loi, comme des gens dont les naissances ne peuvent pas être enregistrées, etc., parce que ça doit être fait dans les églises catholiques, qu'il faut autoriser les protestants à avoir une vie sociale, légale, normale, qui est une décision qui est faite en 1787, et Malesherbes avait le projet de faire la même chose avec les Juifs. Dans le cas des Juifs, ça sera fait pendant la Révolution. On raconte que quand Malesherbes a dit à Louis XVI qu'il fallait faire la même chose avec les Juifs qu'avec les protestants, Louis XVI, épouvanté, lui aurait dit « Monsieur Malesherbes, vous m'avez fait protestant, vous voulez maintenant me faire juif ?» Ce roi, il avait peur pour son salut éternel. Il prenait ça au sérieux, la religion catholique. Et il avait un clergé qui lui disait qu'il ne fallait pas traiter les protestants ou les juifs comme les égaux des seuls vrais bons chrétiens qui étaient les catholiques. Un homme comme Malesherbes avait l'intelligence et le courage de comprendre que maintenir les protestants et les juifs dans une situation de discrimination légale en France, c'était quelque chose qui n'était pas normal. Oui, je vais finir sur Malesherbes parce que je l'aime bien. Malheureusement, Malesherbes ne va pas jouer un rôle important pendant la Révolution. Il a été, je crois, un des hommes qui, s'il avait conseillé le roi bien davantage, aurait pu lui faire comprendre comment faire les réformes qui permettent d'atteindre certains des objectifs de la Révolution en évitant que ça tourne mal. Lorsque le roi, qui est renversé en 1792, nous allons le voir tout à l'heure, lorsque le roi a été condamné à mort et jugé par la Convention au début de 1793 et guillotiné au début de 1793, Malesherbes a proposé d'être l'avocat du roi et le roi lui aurait dit « Monsieur, vous savez qu'en acceptant de me défendre, vous sacrifiez votre vie ». Malesherbes a été l'avocat de Louis XVI. Louis XVI a été guillotiné. Malesherbes a été guillotiné lui-même en 1793, c'est-à-dire l'année suivante. Il a été guillotiné en même temps qu'une partie de sa famille. Toute sa famille n'a pas été guillotinée en même temps que lui, puisque une de ses petites filles sera la mère d'Alexis de Tocqueville, le grand écrivain de la démocratie en Amérique, dont je vous reparlerai des années 1830, 1840. Tocqueville est né en 1805 et sa mère était la petite fille de Malesherbes. Il y a une généalogie intellectuelle et morale intéressante entre deux personnages, Malesherbes et Tocqueville, qui, je pense, sont des personnages admirables de cette histoire, une histoire dans laquelle il n'y a pas grand monde d'admirables finalement. Bon, ça c'est un détail, Malesherbes, j'aime bien dire du bien des gens que j'aime. Donc le royaume, à la fin des années 1780, a des grosses difficultés. Il y a des difficultés pour les finances publiques, les impôts rentrent mal, la guerre contre l'Angleterre pour faciliter l'indépendance des États-Unis a coûté très très cher, et le roi décide en 1788, il a des conseillers qui lui expliquent qu'il faut vraiment créer de nouveaux impôts et que pour créer de nouveaux impôts qui soient acceptés par la population, il faut convoquer des États généraux. C'est
assemblée féodale créée pendant le Moyen-Âge qui n'a pas été réunie depuis 1615, depuis que la monarchie est devenue absolue. Donc Louis XVI ouvre la porte à ce que il est un roi absolu, mais il ouvre la porte à ce qu'il cesse de l'être, pas en acceptant la convocation de cette assemblée. La convocation des États généraux, qui est une histoire extrêmement intéressante, va conduire à une période de réforme rationnelle. 1789-1792, la Révolution donne l'impression d'être capable de faire des réformes très très radicales, très importantes du régime politique français, sans que ça tourne à la catastrophe. Ça va tourner à la catastrophe au cours de l'année 1792, et donc faire des transformations beaucoup plus radicales, avec des conséquences beaucoup plus contestables. Je dirais le début de la Révolution, d'une certaine façon, c'est ça aussi quelque chose d'assez admirable. Donc on élit des États généraux. Les États généraux sont une assemblée de 1200 membres. Il y a 300 représentants de l'aristocratie, 300 représentants du clergé catholique et 600 représentants de ce qu'on appelle le tiers-État, c'est-à-dire le troisième État. Tous ceux qui ne sont ni nobles ni membres du clergé. Les nobles et le membre du clergé, ça devait représenter chacun 1%, un peu plus de 1% de la population totale. Et le tiers-État, c'était plus de 95% de la population du pays. Ça incluait des paysans très pauvres, mais ça incluait aussi des bourgeois très riches, qui n'étaient pas nobles. Il y avait déjà des gens très très puissants dans la société, des gens très riches ou des gens très instruits qui n'étaient pas des nobles. Les élections se font par suffrage direct, ouvert, on vote à main levée dans les paroisses des villages ou dans les villes pour désigner des représentants. Il y a des gens qui se présentent, il n'y a pas beaucoup de paysans, il y a beaucoup de paysans qui votent, mais il n'y a pas beaucoup de paysans qui sont représentés. Il y a les représentants du tiers-État sont des bourgeois, sont des gens instruits qui vont faire un discours à des électeurs pour les persuader de voter pour eux, pour siéger dans cette assemblée. La convocation des États généraux s'accompagne de la rédaction de cahiers de doléances. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, en même temps que vous nous envoyez des délégués, vous dites qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et la population française va produire une quantité considérable de cahiers de doléances. Certains sont écrits par les curés des villages en demandant aux paysans, certains sont écrits par les curés des villages sans demander aux paysans, il y a des modèles de cahiers de doléances qui circulent pour insister sur certaines revendications qui partent des villes et des gens instruits pour s'en aller dans les campagnes. Les cahiers de doléances, une masse énorme de cahiers de doléances qui ont été réunis en 1789, qui ont été étudiés par des historiens ensuite, où on rencontre surtout la contestation des privilèges de la noblesse. Les nobles, dans les campagnes, sont détestés. Ils sont détestés parce qu'ils sont dispensés d'impôts, parce qu'ils font payer parfois des droits féodaux ou imposent des corvées aux paysans, parce qu'ils ont un accès réservé à certains emplois. Les anciens les sous-officiers qui espéraient devenir officiers et qui ne peuvent plus, là, eux vont être farouchement favorables à une révolution pour mettre fin aux privilèges de la noblesse. Dans les campagnes, un des privilèges de la noblesse qui est insupportable, c'est le droit de chasse. Il n'y a déjà plus beaucoup de gibier dans les campagnes françaises, mais la chasse est un sport de nobles. Les paysans n'ont pas le droit de chasser. Les paysans qui chassent sont accusés
de braconnage et sont punis parfois très sévèrement par les seigneurs, et les seigneurs viennent piétiner les champs, les paysans, ça les exaspère de penser que ces espèces d'incapables, d'inutiles là, qui viennent nous gâcher le travail et qui ensuite nous font payer des droits pour avoir le droit de cultiver la terre, alors que nous en travail on est sérieux. Il y a une hostilité envers la noblesse, hein, pas du tout envers le roi. La population pense que le roi est bienveillant, que le roi est juste, et que donc on peut expliquer au roi pourquoi il faut changer certaines règles pour que les abus de cette noblesse, qui n'est plus vraiment une classe dirigeante, c'est pas eux qui dirigent l'économie, c'est les bourgeois qui font fonctionner l'économie. Certains nobles sont très très riches, d'autres sont fauchés, et les nobles fauchés, c'est ceux qui sont les plus fatigants pour les paysans, parce que c'est eux qui coûtent le plus cher, ou qui ne savent pas faire autre chose que venir chasser à des moments où ça perturbe l'agriculture. Donc vous avez la manifestation par la population, hein, ces élections qui sont faites complètement sans parti politique. Les partis politiques, ça n'existe pas, évidemment, il n'y a pas d'étiquette politique. Il y a des gens qui parlent à d'autres pour leur dire il faut écrire telle chose dans les cahiers de doléances, qui sont écrits par les gens qui savent écrire, évidemment. C'est seulement une grosse minorité de la population adulte qui sait lire et écrire en France à ce moment-là. Les paysans ne sont pas forcément tous illettrés, mais parmi les paysans, il y en a beaucoup qui sont illettrés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça vaudrait la peine de changer dans leur situation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une opinion sur ce qui est injuste et qu'ils ne sont pas capables de le dire et de le faire écrire par d'autres. Quelquefois des curés. Dans le clergé, il va y avoir des curés de base qui sont assez favorables aux revendications populaires, ou les bourgeois qui vont être les leaders d'opinion de ce tiers-État, pas de ces 600 élus qui vont être donc la moitié de l'Assemblée des États généraux, qui vont être le moteur de ce qui va devenir la révolution. Donc, on a un système politique là où il n'y a pas du tout d'expérience des élections, contrairement à ce qui existe en Grande-Bretagne à l'époque, et où on crée tout d'un coup une assemblée qui est beaucoup moins limitée dans son recrutement que le Parlement britannique à la même époque. Le Parlement britannique à la même époque, il est élu par une toute petite minorité riche de la population. Alors que là, énormément de gens ont eu droit à la parole. Et là, bien sûr, ce sont des gens plus riches et plus instruits que les autres qui siègent dans cette assemblée, mais l'élection de cette assemblée a soulevé l'intérêt d'une part considérable de la population, la population du royaume. Ces États généraux sont réunis à Versailles le 5 mai 1789. Immédiatement, le conflit commence entre le roi et l'Assemblée. Le roi accueille les États généraux et demande aux trois ordres de se réunir séparément, le tiers-État d'un côté, les 300 élus du clergé de l'autre, les 300 élus de la noblesse, de voter des résolutions et de lui présenter les résolutions. Et il pense que les résolutions vont se voter par ordre, c'est-à-dire que ça va être 2 contre 1, presque toujours. S'il y a 2 des ordres qui sont d'accord sur une réforme, la réforme pourrait être acceptée. Son but, c'est d'obtenir l'autorisation de faire voter des impôts supplémentaires. Immédiatement, un grand nombre de gens, parmi les représentants du tiers-État, revendiquent que l'Assemblée se réunisse en entier, les 1200, et qu'on vote par personne, parce que le tiers-État a la moitié des membres de l'Assemblée, et ils savent que parmi les représentants de la noblesse, et surtout parmi les représentants du clergé, il y a des gens qui vont voter avec le tiers-État
sur toute une série de réformes. Il y a quelques nobles qui comprennent bien que avoir une situation dans laquelle les impôts en France sont payés par les pauvres à cette époque-là, pas puisque c'est payé, enfin, par les pauvres et quelques riches. C'est payé par les paysans et c'est payé parfois par des commerçants qui peuvent être assez prospères. Et que les nobles, eux, échappent aux impôts, comme le clergé échappe aux impôts. Et que ça, c'est scandaleux. Le clergé, il échappe aux impôts, mais le clergé est propriétaire du tiers des terres cultivables en France, qui ne sont pas cultivées par eux, qui sont cultivées par des paysans, évidemment, qui sont des fermiers, qui travaillent sur des terres, appartenant au curé, ou appartenant à l'évêque, ou appartenant au monastère, quand il y a des monastères, et des terres autour qui leur permettent, qui leur assurent des revenus, et leur permettent de vivre. Donc, parmi les représentants de la noblesse, un petit peu, parmi les représentants du clergé, davantage, on peut trouver des gens qui vont voter avec les bourgeois représentant le tiers-état. Le roi s'y oppose pendant longtemps et finit par céder, et les États généraux déclarent le 20 juin qu'ils sont une assemblée nationale constituante. Ils sont l'assemblée qui représente la nation et leur travail, c'est de faire une constitution. Pour réformer le système fiscal, il faut s'attaquer aux privilèges, donc refaire toutes les règles de la constitution du royaume. Et un débat politique s'anime autour de cette assemblée. Les députés de l'assemblée se réunissent dans ce qu'on appelle des clubs qui prennent des noms d'ordre religieux parce qu'ils trouvent des édifices religieux dans lesquels ils se réunissent. Le plus important de ces clubs, c'est le club des Jacobins. Les Jacobins, au départ, c'est un ordre religieux. Ils se réunissent dans les bâtiments des Jacobins, et les Jacobins qui vont être le groupe dominant de la Révolution française, qui va se diviser en plusieurs tendances, les Girondins plus décentralisateurs et libéraux, les montagnards plus autoritaires et centralisateurs, toute une série de luttes politiques, pas indispensable que je rentre dans les détails, des luttes politiques qui commencent par des débats politiques. Pas le débat politique, il est parti en grand à l'été 1789 entre les membres de ces différents clubs. Et les troubles populaires commencent. Les troubles populaires à Paris, c'est le 14 juillet parisien, pas la prise de la Bastille, et ce sont des troubles dans les campagnes, des révoltes des paysans qui attaquent des châteaux de nobles, etc. La révolte, il y a une révolte contre les nobles, très clairement. Et il y a à Paris un conflit entre le roi et l'Assemblée. Mais il n'y a pas de révolte populaire contre le roi, du moins pas à cette étape-là de la Révolution. Le 4 août, l'Assemblée nationale constituante, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, vote l'abolition des privilèges. C'était extrêmement important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Révolution française, elle est faite au nom de l'égalité. C'est l'égalité, c'est la recherche de l'égalité qui est le moteur de la Révolution. Ils ont crié beaucoup qu'ils défendaient la liberté, mais la liberté, ils n'ont jamais pris ça très au sérieux. C'est l'égalité qui est la préoccupation principale. Dans les cahiers des doléances, ça, le problème, c'était l'abolition des privilèges. L'Assemblée, y compris avec le vote d'un très grand nombre de représentants du clergé et de la noblesse, vote l'abolition des privilèges. Désormais, la loi va être la même pour toutes. Je dirais que d'une certaine façon, il reste à mettre en place des institutions, mais le principe le plus important, il est adapté à ce moment-là. Puis là, je vais faire des remarques d'anciens Français. Les journaux aux États-Unis et même le Globe and Mail au Canada, pour parler de la fête nationale en France, qui a lieu le 14 juillet, vous le savez, appellent tout le temps ça Bastille Day. Alors Bastille Day, ça ne s'appelle comme ça qu'aux États-Unis, je ne sais pas, en Angleterre, je n'ai jamais vu, parce que les Français n'appellent pas ça le jour de la Bastille.
les Français appellent ça soit le 14 juillet, et tout le monde sait de quoi on parle, soit la fête nationale. Mais on n'appelle pas ça le jour de la Bastille. Hein. Et le 14 juillet est devenu la fête nationale en France à la fin du 19e siècle, sous la Troisième République, qui a décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, non pas à cause de la prise de la Bastille du 14 juillet, mais à cause de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui a eu lieu l'année suivante, qui est une espèce de grande cérémonie d'unité nationale qui a été faite à Paris. Le 14 juillet 1790. Pourquoi le 14 juillet 90 ? Parce qu'il y a eu le 14 juillet 89. Mais ça n'est pas la célébration de la prise de la Bastille. Bon, même beaucoup de Français ne savent pas ça. Ils croient que c'est la prise de la Bastille qui est célébrée le 14 juillet, la fête du 14 juillet. Au départ, c'était pas ça l'idée, parce que, bon, la Bastille, c'était une prison, mais c'était une prison dans laquelle il n'y avait pas de prisonniers. Et le peuple de Paris qui est allé attaquer la Bastille, ils ne sont pas allés attaquer la Bastille pour libérer les prisonniers, ils sont allés attaquer la Bastille pour trouver de la poudre. Ils avaient peur que Paris soit attaqué par les réactionnaires, et ils avaient trouvé des armes aux invalides et ils cherchaient de la poudre et ils pensaient qu'il y en avait à la Bastille. Ils ont pris la Bastille pour cette raison-là. Ils ont massacré les gardiens qui ne leur avaient rien fait. Et faire de la prise de la Bastille un événement glorieux, c'est finalement pas très malin. Et la fête de la Fédération, c'est déjà mieux, mais si les Français me demandaient mon avis, pas sur leur fête nationale, je dirais qu'il vaut mieux faire une fête nationale. Il ne faut pas faire une fête nationale au mois de février, pas à cause du climat. Il faut faire une fête nationale en été. Et que le 4 août, ça serait une bien plus belle date que le 14 juillet, parce que ça ne ferait pas cette confusion avec la prise de la Bastille. Hein. La plupart des gens se sont mis à croire que la fête nationale des Français, c'est la prise de la Bastille, la célébration de la prise de la Bastille. Célébrer le 4 août. Et l'adoption du principe de l'égalité des citoyens. C'est un très beau principe qui était, je dirais, la Révolution française semble en bonne voie à ce moment-là. Un peu plus tard, la même Assemblée va adopter le 26 août la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va devenir le préambule de la Constitution qui sera adoptée en 1791, je vais en parler à l'instant, et qui est restée le préambule, pas les constitutions républicaines de la France, y compris celle d'aujourd'hui, dans son préambule, réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc du 26 août 1789. Le roi, plus ou moins récalcitrant, qui résidait à Versailles, pas qui est dans la banlieue de Paris, est obligé de venir s'installer à Paris, au palais des Tuileries, le 6 octobre. L'Assemblée vient s'installer à Paris aussi, et la ville de Paris, qui a commencé à se révolter au moment de la prise de la Bastille, qui s'est donné une garde nationale, qui veut dire une milice de bourgeois armés chargés de maintenir l'ordre dans la ville, et qui sont des partisans de la Révolution, qui sont agités par ces clubs dont je parlais tout à l'heure, dont le club des Jacobins. Donc l'idée que la rue parisienne va pouvoir faire pression sur l'Assemblée et soutenir l'Assemblée contre le roi. C'est dans ce contexte, les débats de l'Assemblée continuent et l'Assemblée adopte le 14 septembre 1791 une constitution qui est acceptée par Louis XVI. Cette constitution met en place un régime de séparation des pouvoirs qui croit être l'imitation du régime britannique. On a, comme aux États-Unis, l'idée que le régime que la plupart des gens instruits admirent en Europe au XVIIIe siècle, c'est ce régime britannique qui est un régime de séparation entre un pouvoir exécutif qui dépend du roi et un pouvoir législatif qui dépend du Parlement. Alors, l'exécutif va être royal. Louis XVI cesse d'être roi de France pour devenir roi des Français. C'est tout un programme. Il est roi parce que les Français le veulent. Il représente le peuple français. La France a cessé d'être son domaine personnel sur lequel il a des sujets. Il y a maintenant un peuple français ou une nation française
qui acceptent d'avoir Louis XVI comme roi pour exercer le pouvoir exécutif. Et en tant que tel, il nomme des ministres. Et à côté, il va y avoir une assemblée législative qui est élue au suffrage censitaire. La Constitution de 1791, qui ne va pas fonctionner pendant longtemps, elle va fonctionner pendant un peu plus d'1 an, cette Constitution prévoit qu'il y a 2 catégories de citoyens, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les lois civiles sont les mêmes pour les deux, les lois pénales sont les mêmes pour les deux, mais les droits politiques ne sont pas les mêmes. Les citoyens actifs sont ceux qui peuvent voter pour former cette assemblée législative. Ils n'élisent pas des députés, ils élisent des électeurs. Un électeur pour 100 citoyens actifs. Et ensuite, les électeurs se réunissent au chef-lieu du département, parce qu'on a modifié complètement la structure administrative, on a créé des départements. Cette assemblée constituante, elle va faire un travail énorme. Dans chaque département, il y a des départements qui élisent plus de députés que d'autres, selon leur chiffre de population. Il y a 90 départements environ, je ne sais pas exactement combien il y en avait à ce moment-là, c'est cet ordre de grandeur, et il y a un peu plus de 700 députés à l'Assemblée. Donc il y a des départements qui ont beaucoup de députés, il y en a d'autres qui en ont moins, selon leur chiffre de population et aussi selon le niveau d'impôts payés dans le département. Les départements qui payent plus ont le droit d'avoir plus de députés. Et les citoyens actifs, c'est ceux qui ont une situation économique suffisante, ceux qui ont une adresse, ceux qui ont un métier, ceux qui payent des impôts, etc. Puis tous les autres, ceux qui sont trop pauvres, on peut pas les laisser voter. Donc, c'est un suffrage qui est censitaire et indirect. C'est un suffrage qui est beaucoup moins censitaire qu'en Angleterre à la même époque. Les gens qui votent en Angleterre en 1791, c'est beaucoup moins de 10% de tous les hommes de la population. Alors qu'en France, c'est donc la moitié des hommes et donc le quart de la population active. Les femmes sont exclues, ça semble naturel à presque tout le monde. On rencontrera quelqu'un plus tard dans ce cours pour qui ce n'était pas évident que les femmes ne puissent pas être citoyennes. Mais c'était exceptionnel à cette époque-là. Ensuite, entre le roi et l'Assemblée, il y a un mécanisme très compliqué. Toutes les décisions du roi doivent être contresignées par un ministre. Il nomme des ministres, mais il ne peut décider des choses que s'il y a un ministre qui signe pour que l'Assemblée, qui ne peut pas accuser le roi, puisse accuser le ministre et renverser le ministre. Bon, on a un système de séparation des pouvoirs qui, nous le savons, va fonctionner très très mal parce que le roi est récalcitrant, le roi ne comprend pas bien que monarque constitutionnel, finalement, ça pourrait lui convenir bien. Cet homme modeste et consciencieux, qui n'a pas du tout envie on l'a appelé un tyran pour pouvoir lui couper la tête, mais l'appeler un tyran est vraiment ridicule. Et il aurait, si on lui avait expliqué convenablement qu'est-ce que c'est un roi constitutionnel, il aurait fait ça très très bien. Il n'a pas vraiment compris, il résiste aux décisions de l'Assemblée. Dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont très hostiles au roi et qui veulent absolument le priver de tout rôle. Donc ça va se passer assez mal. Les principes de ce nouveau régime, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont je vous parlais tout à l'heure, je vous la mets, pas toutes, mais les seulement 5 des articles. Les premiers, je les lis avec vous. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Article 2. Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Je saute plusieurs articles, j'arrive à l'article 10 qui est très célèbre. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et enfin, l'article 17, parce qu'il est le dernier et qu'il est très révélateur du recrutement de cette Assemblée nationale élue sous la forme d'États généraux, article 17 et dernier, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Je dirais, liberté, égalité, propriété. La propriété est un droit inviolable et sacré. Vous voyez ça d'ici. Les gens qui disent que la Révolution française était une révolution bourgeoise, que c'était une révolution de propriétaires contre l'aristocratie héréditaire, et très vite ça va l'être aussi contre l'Église catholique, ces gens-là ont pour une bonne part raison. Le point le plus central, c'est celui de l'égalité. Quelles sont les conceptions de l'égalité? Alors, ça ressemble aux États-Unis avec des différences qui ne sont pas énormes et qui méritent d'être soulignées. Il y a l'abolition des privilèges personnels et locaux. Aux États-Unis, il y avait seulement besoin d'interdire la création d'aristocratie. Il faut la supprimer. Et les privilèges, ce n'est pas seulement les privilèges des nobles, ce sont aussi les privilèges des lieux. La Révolution va faire l'uniformité de la loi sur le territoire de la France, alors qu'avant, il y avait des lois qui étaient très variables. Des provinces avaient été annexées à un moment ou à un autre, elles avaient conservé certaines de leurs lois, les lois n'étaient pas les mêmes, le code pénal n'était pas le même, le code commercial, le code civil n'étaient pas les mêmes, changeaient d'une province de la France à une autre. La Révolution va imposer un système légal uniforme sur l'ensemble du territoire. L'abolition des privilèges, c'est cela que ça veut dire aussi. Si je reprends le premier article, pas les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et si je compare avec la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont nous avons parlé dans la leçon précédente, vous avez pu faire une copie d'écran, une capture d'écran, et les garder, où ça traîne dans énormément de livres, c'est facile à trouver. Les Américains parlent de l'égalité. Les Français parlent de l'égalité en droit, ce qui est plus précis. L'égalité va l'utilisation du mot égalité pour signifier que la loi doit être la même pour tout le monde va susciter énormément de malentendus et énormément de débats. J'aurai l'occasion d'y revenir dans l'histoire politique du monde contemporain. Alors que préciser que l'égalité, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité devant la loi. Là, les Français sont plus précis que les Américains. L'autre chose qui est remarquable, c'est qu'ils ne parlent pas du Créateur. Que Dieu est le Dieu de la nature qui était présent dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Pas question d'invoquer Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les exceptions à l'égalité dans la loi française vont être les mêmes qu'aux États-Unis, les femmes, les pauvres, le suffrage est censitaire, comme il l'est aux États-Unis d'ailleurs à la même époque, ce que je vous disais exclut environ la moitié des hommes du droit de vote,
et les esclaves. La France a des colonies et a des esclaves aux colonies. Et les colonies ont des représentants aux États généraux, qui sont évidemment des propriétaires d'esclaves. Et puis les ports atlantiques, notamment Bordeaux, le commerce des esclaves a une très grande importance. Et l'Assemblée constituante, qui décide l'égalité, ne décide pas l'abolition de l'esclavage. L'esclavage sera aboli en 1793 par la Convention, qui le fait à un moment où la guerre est en grand contre l'Angleterre, où les Anglais, avec leurs bateaux, se sont emparés de du contrôle de presque toutes les colonies de la France, et où donc abolir l'esclavage ne coûte plus cher à grand monde. L'esclavage sera rétabli aux colonies françaises en 1802 par Napoléon, lorsque, après un traité de paix, l'Angleterre va rendre certaines colonies à la France. Alors là, la France de Napoléon rétablit l'esclavage en 1802. L'esclavage ne sera définitivement aboli dans les possessions françaises qu'en 1848. Mais bien évidemment, l'esclavage a beaucoup moins d'importance comme problème politique en France qu'aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'esclaves sur le territoire de la France. Il n'y a pas du tout le 5e de la population du pays qui est formé d'esclaves, ce qui est le cas aux États-Unis au moment de l'indépendance. Donc l'esclavage sera un problème majeur dans la politique américaine, et c'est déjà un débat majeur au moment de l'indépendance. Dans le cas de la France, il y a des gens qui sont favorables à l'abolition de l'esclavage en France et d'autres qui veulent le maintenir, mais les conséquences politiques de ce débat pour la France elle-même sont moins grandes. C'est des conséquences, bien sûr, pour les esclaves dans les colonies où il y en a. Le point le plus important peut-être pour la suite de l'histoire de la proclamation de l'égalité, qui est beaucoup plus rigide et catégorique en France qu'aux États-Unis, parce qu'elle suppose l'uniformité des lois sur le territoire. Je vous parlais tout à l'heure des provinces qui ont des lois qui varient selon leur histoire propre et leurs coutumes propres. La Révolution, l'Assemblée constituante abolit toutes les provinces et crée des départements. Au départ, ils voulaient diviser la France en carrés. L'idée, c'était de faire des unités administratives qui n'ont aucune personnalité propre, qui soient seulement une division technique de l'administration du gouvernement central. Donc on ne veut pas d'originalité, on ne veut pas, il n'y a que des citoyens tous semblables à l'intérieur de la France. Bon, ils ont renoncé à faire des carrés, ça ne pouvait pas marcher du tout. Ils ont fait des départements avec des limites qui suivent les rivières, etc. Ils ont fait 80 et quelques départements avec un chef-lieu de département, avec des noms qui sont des noms géographiques et non pas des noms historiques. Ils avaient des noms de rivières, des noms de montagnes, des choses comme ça. Il n'y a pas de Bretagne, il n'y a pas de Normandie, pas dans les départements français. Aujourd'hui, il y a des régions qui portent ce nom-là, mais les révolutionnaires de 1790 auraient désapprouvé très fortement l'évolution de l'administration française telle qu'elle s'est passée depuis. Ces départements, ils ont des administrateurs qui sont tous élus. Il y a des municipalités qui sont toutes élues. Tous ces gens-là doivent être élus. Donc ça donne un système extraordinairement décentralisé. Ça ne va pas durer longtemps. Dès 1792, à cause des conflits internes liés à la Révolution, dont je vais parler très bientôt, et à cause de la guerre extérieure qui commence en 1792, les départements deviennent l'instrument de la centralisation administrative en France. Mais au départ, donc, il y a une loi uniforme qui aurait pu être décentralisée. Tocqueville, dans
un de ses deux ouvrages principaux. L'ouvrage principal, c'est La démocratie en Amérique. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est le plus célèbre. Tocqueville a écrit aussi un livre intitulé L'Ancien Régime et la Révolution, qui est un livre très original, dans lequel il explique, il essaie de voir tout ce qui n'a pas changé pendant la Révolution, sous la Révolution. Quand on étudie une révolution, on souligne ce qui change. C'est ce que je suis en train de faire, d'une certaine façon, avec vous maintenant. Mais Tocqueville, il prend le point de vue inverse. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et une des choses sur lesquelles il insiste le plus, c'est que la Révolution a renforcé le centralisme administratif en France. Et à cet égard, a poursuivi une tendance qui existait depuis au moins le début du XVIIe siècle. Pas depuis au moins le début du XVIIe siècle, le pouvoir royal passait son temps à diminuer les autonomies féodales, les autonomies des provinces, etc., pour faire de plus en plus une administration uniforme. Mais en 1789, on en était très loin. Et la Révolution va balayer tout ce qui restait d'héritage des provinces traditionnelles pour faire cette administration uniforme que les constituants en 1790 imaginent avec des élections partout, parce qu'ils ne savent pas bien comment on pourrait diriger tout ça. L'idée, c'est évidemment de faire une loi uniforme sur l'ensemble du territoire, ce qui, logiquement, va conduire à la centralisation. En France, la centralisation, elle est toujours, elle est la conséquence de la recherche de l'efficacité administrative et de la recherche de la sécurité face au monde extérieur. La centralisation administrative, c'est ce qui permet de mobiliser l'armée, c'est ce qui permet de contrôler les frontières, etc. Le fait d'être un pays qui a des frontières terrestres, alors que l'Angleterre est une île, ou la Grande-Bretagne est une île. Et donc, j'ai déjà attiré votre attention sur cette différence. La France, pour sa sécurité, a besoin d'une administration plus centralisée, plus contrôlée par le gouvernement central que la Grande-Bretagne grâce à cette situation insulaire, ou plus tard que des pays comme les États-Unis ou le Canada, qui peuvent être extraordinairement décentralisés, avec des structures fédérales, parce qu'ils n'ont pas d'ennemis. Les États-Unis n'ont pratiquement jamais eu de voisins dangereux. Les Anglais le sont un tout petit peu au début basés au Canada, le sont un tout petit peu au début du 19e siècle. Le Mexique va être une victime des guerres contre les États-Unis, pas vraiment une menace. Et les menaces, ensuite, au 20e siècle, vont être des menaces très très éloignées. Là aussi, la marine ou l'aviation suffisent pour assurer la sécurité des États-Unis, que ce soit face au Japon, face à l'Allemagne ou face à l'URSS, ou même peut-être dans l'avenir face à la Chine, qui serait un malheur pour l'humanité, d'avoir une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et alors que la France, qui est un pays qui a des ennemis aux frontières, a besoin d'une administration plus centralisée. Et c'était la motivation des rois, contrôler comme il faut leur territoire, faire rentrer les impôts et assurer la sécurité vis-à-vis de l'extérieur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et je vais terminer là-dessus, cette leçon, c'est qu'en France, la centralisation a une autre justification idéologique qui est l'égalité entre les citoyens. Si on veut que les citoyens soient égaux, il faut que la loi soit uniforme partout et il faut donc que les unités administratives aient très peu d'autonomie de décision. Et tout cela a un ancêtre idéologique, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est un auteur du XVIIIe siècle, il est né en 1712, il est mort en 1778, donc il est mort longtemps avant, 11 ans avant le début de la Révolution. Mais certains de ses lecteurs, notamment un dénommé Robespierre, dont je vais reparler plus tard, étaient des lecteurs de Jean-Jacques Rousseau et considéraient le bon gouvernement, que peut-être on peut appeler déjà la démocratie, comme ce qui doit être conforme
à Jean-Jacques Rousseau, et notamment à son ouvrage. Bon, Jean-Jacques Rousseau a écrit beaucoup de choses. Il a écrit des romans, il a écrit des poésies, il a écrit aussi des ouvrages politiques. Le plus important, celui qui résume sa pensée, est intitulé Le Contrat social, qui est publié en 1762. Et Rousseau est probablement le premier théoricien moderne de la démocratie et un des penseurs politiques qui a eu le plus d'influence historique. Je vous ai déjà parlé de Montesquieu. C'est dommage que Montesquieu n'ait pas eu plus d'influence, parce que Montesquieu est un auteur lucide et raisonnable, et c'est un très bon guide pour réfléchir sur la politique, Montesquieu. Alors que Rousseau est Montesquieu est un sociologue, Rousseau est un philosophe. C'est quelqu'un qui veut des réponses logiquement incontestables, des solutions logiquement incontestables aux problèmes qu'il affronte. Et très souvent, ça conduit à des réponses artificielles. Et Rousseau est quelqu'un qui a eu une influence énorme, d'abord sur la Révolution française et sur beaucoup d'autres mouvements politiques ensuite, y compris de gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui, mais certaines idées venues de lui continuaient à avoir une influence très, très, très grande. Donc, la démocratie, c'est, pour Rousseau, comme pour beaucoup de gens, comme pour nous, d'une certaine façon, c'est l'égalité des citoyens et la souveraineté du peuple. Pour l'égalité des citoyens, Rousseau est très important et a été, je pense, un auteur dont l'influence a été bénéfique. Kant écrira plus tard, pas que c'est Rousseau qui lui a fait comprendre l'importance de l'égalité. Et je trouve que le vrai grand philosophe de l'égalité, c'est Kant, plus que Rousseau, même si Kant a eu beaucoup moins d'influence politique que Rousseau. Si la Révolution française prend au sérieux l'égalité des citoyens, c'est en partie à cause de l'œuvre de Rousseau et de l'influence de l'œuvre de Rousseau. Là, j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, Rousseau part d'une notion qui avait déjà été utilisée par Hobbes au milieu du XVIIe siècle. Pas l'idée de contrat social, l'idée que ce qui justifie l'ordre social, ce qui justifie les lois, c'est l'idée d'un contrat hypothétique. Bon, Rousseau ne pense pas que les humains se sont réunis pour faire un contrat entre eux pour décider selon quelle loi ils allaient vivre. Mais il suppose que pour que des lois soient justes, ce doit être des lois que des humains pourraient adopter par contrat entre eux. Alors Hobbes aboutissait à un contrat entre tous les humains et un souverain qui est un roi absolu, qui a le monopole du droit de tuer pour empêcher les autres de s'entretuer. Rousseau, partant de la même méthode de raisonnement, pas qu'est-ce que pourrait être un contrat entre des humains qui se demandent selon quelles règles on va s'organiser pour vivre ensemble, il imagine que le souverain à qui on va confier le pouvoir est une sorte de souverain collectif. C'est le peuple collectif qui décide. Et qui décide, la décision du peuple collectif correspond à la volonté générale. Et Rousseau nous dit, on reste libre. Comment préserver la liberté en ayant un pouvoir politique souverain? L'argument, c'est puisque les citoyens libres ont contribué à la formation de la volonté générale, une fois que la volonté générale est formée, les citoyens doivent se soumettre à cette volonté générale. Mais cette volonté générale, elle est l'expression de leur propre liberté. Donc, on est libre en se soumettant au pouvoir absolu du souverain. Vous comprenez l'artifice intellectuel qu'il y a là-dedans et le fait que
la théorie de Rousseau va permettre perpétuellement de dériver de la notion de pouvoir du peuple à l'idée de pouvoir absolu du peuple et d'obligation de chacun de se soumettre au pouvoir, puisque le pouvoir est le pouvoir du peuple. Et Rousseau est essentiel par l'affirmation de l'égalité et essentiel par sa conception du rapport entre la liberté, la volonté générale et le souverain, qui déjà pendant la Révolution française va donner à certains dirigeants, dont ce Robespierre, lecteur enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, dont je vous parlais tout à l'heure et dont je vais vous reparler dans la prochaine leçon, justifiant l'autoritarisme absolu de son pouvoir, sa volonté d'affirmer son pouvoir de façon catégorique à partir de l'idée qu'il est l'expression du peuple au pouvoir. Et beaucoup de régimes autocratiques modernes. Je vous disais dans une leçon précédente, les rois absolus du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle sont beaucoup moins absolus que les autocrates modernes comme Napoléon, Staline ou Hitler, qui tous prétendent gouverner au nom du peuple. Et où le pouvoir du peuple est ce qui justifie le tyran, on peut l'appeler comme ça, d'exercer un pouvoir beaucoup plus absolu que n'était absolu le pouvoir des rois de l'Ancien Régime. Donc cette œuvre de Rousseau et l'influence de l'œuvre de Rousseau sur la Révolution française, il faut la retenir absolument parce qu'à la fois elle a une contribution positive à la force de l'idée d'égalité dans la Révolution française, ce en quoi la Révolution française est originale par rapport à la Révolution anglaise et même plus efficace que la Révolution américaine. Et je crois que ça a été un progrès important pour le développement des régimes démocratiques, mais la conception de la soumission absolue qui est due au pouvoir, si ce pouvoir peut prétendre être le pouvoir au nom du peuple, ça va contribuer à beaucoup des dérives des régimes politiques après la Révolution française. La Révolution française, elle est à la fois à l'origine de beaucoup des progrès des démocraties au XIXe et au XXe siècle, elle est aussi à l'origine de beaucoup des horreurs des déviations qui vont se faire à partir des démocraties. Et Jean-Jacques Rousseau, personnage qui n'est pas spécialement antipathique, mais par sa volonté philosophique de trouver le moyen de concilier la souveraineté du peuple et la liberté individuelle, et l'artifice qu'il utilise pour le faire, Jean-Jacques Rousseau a une part de responsabilité très clairement dans cette ambiguïté de l'histoire politique qui va suivre la Révolution française. Le régime politique mis en place par la Constitution de 1791, il va tourner mal très vite, peut-être un peu, à cause des idées de Jean-Jacques Rousseau et pour d'autres raisons dont je vous parlerai dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.